qu'on commence sans plus attendre peut-être. Donc tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir, tous les élus de l'URPS, Médecins libéraux de Bretagne et puis l'équipe, des salariés de l'Union pour ce qui est notre premier webinaire sur un sujet qui est plus que d'actualité, comme vous le savez tous. Hem, alors, pour simplement repréciser les modalités du webinaire, en tant que participant qui assiste à ce webinaire, on ne vous voit pas. Donc, c'est un petit peu comme si on parlait à un amphi qui se trouve dans la pénombre, ce qui est un petit peu perturbant pour nous et peut-être pour vous aussi, bien que vous nous voyez par les vignettes vidéo et le partage d'écran. Les interactions, du coup, avec vous, participants, elles se font par écrit uniquement. Vous ne pouvez pas activer votre caméra ou votre micro. Donc, je vais juste en quelques mots vous montrer le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme Zoom des webinaires. Donc, quand vous balayez votre écran soit en haut, soit en bas, vous avez en fait un menu avec différentes petites vignettes. Vous avez notamment un item qui s'appelle Q et R. Donc, c'est le module des questions-réponses. Donc, tout au long du webinaire, on va vous inviter à pouvoir écrire vos questions et vos réponses qui seront en fait regroupées et qu'on posera à la fin de leur présentation à nos intervenants. On a prévu un temps d'échange d'une vingtaine de minutes à la fin pour vous permettre effectivement de poser vos interrogations et qu'on puisse vous éclairer au mieux. Vous verrez, il y a également un petit module qui s'appelle discussion. Donc, le module discussion, c'est vraiment un chat. C'est pour vous permettre de faire des commentaires, d'échanger entre vous si vous le souhaitez. Après, on vous déconseille de cliquer sur le petit icône lever la main parce qu'en fait, on le voit pas. Et dans la mesure où en fait, on a des interactions que par écrit, voilà, en gros, ça ne va pas servir à grand-chose que vous leviez la main. Si vous n'avez pas d'autres, enfin oui, je pense que j'ai fait le tour. Je vais passer la parole au docteur Thierry Labarthe, qui est donc médecin généraliste à Champis, c'est à côté de Rennes, et qui est membre du bureau de l'URPS, Médecins libéraux de Bretagne. Bonjour à tous, merci Morgane. Je suis ravi de vous accueillir au nom de l'Union de tous les élus et de l'équipe sur ce premier des 3 webinaires qui va émailler ces semaines à venir. Je crois que l'épidémie Covid nous occupe beaucoup les uns et les autres depuis plus d'un an et il était temps de faire un point en l'occurrence sur la vaccination, ce qui est le sujet d'aujourd'hui, sujet sur la vaccination, les différents types, revenir aussi à des bases un peu scientifiques, les caractéristiques des vaccins avec un focus sur les immunodéprimés. Moi, je voulais rappeler que l'Union a différentes missions sur l'organisation du système de soins et tout particulièrement des missions de santé publique. Donc, les 60 élus que représente l'Union s'occupent sur différents sujets et en l'occurrence, des liens forts ont été tissés, et je les en remercie, avec tous les infectiologues bretons, les virologues, les bactériologues depuis de nombreuses années, car on a mis en place, peut-être certains d'entre vous y ont participé, à des soirées sur la vaccination déjà et des soirées aussi sur les antibiotiques qui était sur une thématique One Health et une seule santé, la lutte contre l'antibiorésistance. Et on sait à quel point ces sujets sont éminemment importants. Je ne reviendrai pas sur nos différentes participations en santé publique, mais remercier aussi toujours nos infectiologues du littoral breton et d'ailleurs, qui depuis de nombreuses années nous accompagnent, et en particulier depuis le début de cette crise, ce qui nous a permis, avec l'équipe, de vous fournir des flash infos, parce qu'on a bien vu à quel point les informations étaient changeantes, mouvantes, et d'arriver de différents endroits et qu'il fallait les synthétiser. Donc ces flash infos que vous retrouvez sur le site de l'URPS MLB sont à votre disposition, avec des choses qui sont évidemment aujourd'hui caduques. C'est tout le but de ces 3 webinaires. 3 webinaires qui commencent donc aujourd'hui sur un webinaire sur la vaccination et le point épidémiologique fort. Un deuxième webinaire qui nous tenait très, très à cœur, qui aura lieu donc le 24 mars, sur la santé mentale, parce qu'on voit à quel point les urgences des différents centres hospitaliers sont embolisées, comme nos cabinets et comme nos différents endroits où nous échangeons, nous soignants, et que la pathologie psychiatrique prend vraiment un pas. Le troisième webinaire aura lieu le 13 avril. 13 avril, vous allez recevoir différentes invitations au fur et à mesure, mais toutes n'arriveront pas aujourd'hui. Le 13 avril à 12h30, ça sera sur un point avec le professeur Somme et le docteur Eric Henry sur la gériatrie. Voilà. Pour tout vous dire aussi, les médecins à l'époque du Covid, je crois que c'est vraiment plutôt les soignants à l'époque du Covid. Et on rappelle aussi, je suis président d'une association qui porte l'exercice coordonné, à quel point médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, kinés, orthophonistes, que sais-je, se sont aussi énormément impliqués pendant l'épidémie Covid avec beaucoup de bénévolat, beaucoup d'entraide, tant sur les masques, les protections. Et aujourd'hui, il était bon effectivement de refaire un point épidémique. Donc je vais laisser sans plus attendre la parole à Vincent Thibault qui va nous faire un point sur le Brest variant.
Il faut juste me donner la main pour que je puisse partager mon écran, parce que là, je ne peux pas le faire. C'est bon normalement. Donc, c'est bon, vous voyez mon écran là? Ok, très bien. Bon, merci de m'avoir invité pour parler de ces variants. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. Et donc, c'est plus simple de parler quand c'est l'actualité plutôt que quand c'est du réchauffé. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un peu de science, parce que je pense que c'est important de comprendre cette notion de variant et puis pour analyser un petit peu ce qui se passe dans la situation aujourd'hui. Et puis après, on fera des choses plus pratiques. Et puis voilà, après, si vous avez des questions, je suis toujours évidemment preneur pour répondre à ces questions. Donc, un peu de science, on va commencer par ça. Donc, je vais juste cliquer là pour réduire. Donc, pour faire un peu de science, je vais vous présenter le virus en quelques mots, hein, ça va être très rapide. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est la représentation du génome viral. Donc, c'est un ARN, ce qu'on va appeler, nous, un ARN de polarité positive. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. En fait, c'est un ARN qui va se comporter, une fois qu'il sera dans la cellule, comme un ARN messager. Donc, c'est très, très simple. Et vous comprenez pourquoi je fais ce parallèle-là. C'est qu'en fait, quand on vous vaccine avec un ARN messager, eh bien, finalement, on va utiliser une petite fraction du génome qui est cette fraction-là, qui est la fraction qui code la spicule. Et donc, on va se concentrer vraiment autour de cette protéine-là, la protéine de spicule. Cette protéine de spicule, c'est quoi? Eh bien, c'est sur cette représentation schématique du virus, c'est cette protéine qui va faire une protubérance à la surface du virus, et elle va vraiment nous intéresser pour de multiples raisons que je vais vous expliquer. Effectivement, si on regarde cette protéine, encore une fois, de façon très schématique et très sommaire, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails, eh bien, vous voyez que cette protéine va prendre une forme trimérique. Donc, ce sera 3 protéines qui vont s'assembler ensemble. Et qu'est-ce qui va émerger à la surface? C'est cette portion-là, donc qui est ici la portion qui va se lier au récepteur. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Comme ça, vous allez comprendre les enjeux par rapport à la vaccination et aux nouveaux traitements qui arrivent dès à présent. Donc ça, c'est une autre représentation. Encore une fois, n'ayez pas peur de ces schémas. Vous voyez le virus et la protéine spicule qui est là à la surface du virus, et puis la cellule. Et vous savez que le virus va se lier à l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène, ici, qui est représentée ici en bleu. Et vous voyez qu'il y a une interaction qui va se faire extrêmement fine entre le virus, cette protéine de spicule, et ici le récepteur. Alors, on peut modéliser ça avec des modèles moléculaires. Encore une fois, il faut se méfier de ces modèles, mais en tout cas, ils sont très utiles pour nous expliquer ce qui se passe. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est la structure moléculaire. Et il y a des portions qui vous intéressent, en particulier cette portion-là, qui est vraiment la phase d'interaction entre le récepteur et le virus. Et vous savez que pour qu'un virus infecte, il faut vraiment qu'il y ait cette interaction extrêmement fine entre le virus et son récepteur. Donc là, on a défini un petit peu ce qui se passait. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que au niveau d'une interaction virale, quel que soit le virus, quelle que soit l'infection virale, eh bien, vous savez qu'on ne peut gagner finalement contre une infection virale que si on bloque l'interaction du virus avec sa cellule. C'est vrai pour la vaccination contre les virus des hépatites, la A, la B, c'est vrai pour plein d'autres infections. Si on arrive à bloquer cette interaction entre le virus et son récepteur, eh bien, on a gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution, en fait, finalement, pour vaincre les virus. Aujourd'hui, on ne peut vraiment combattre une infection virale que grâce à ça. Donc, on a un moyen d'agir. Donc, si on peut bloquer cette interaction entre le récepteur et son virus, eh bien, on peut le faire grâce à des anticorps. Ces anticorps, ça va être quoi? Ça va être des anticorps soit naturels, une fois qu'on a fait une infection, soit les anticorps vaccinaux. Je sais que Cédric Harvieux en parlera juste après moi, la vaccination, soit des anticorps thérapeutiques qui sont utilisés de plus en plus. Alors, ils agissent principalement au niveau d'interaction à la surface de la cellule, mais aussi dans la cellule. Si on regarde ce qui se passe, donc là, encore une fois, c'est la protéine de spicule qui est représentée ici d'une autre manière, eh bien, on voit que ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se lier sur cette protéine de spicule. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se lier sur cette protéine. Mais vous imaginez bien que si cette protéine elle est un petit peu différente, eh bien, ces anticorps ne vont pas se lier. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les variants. Qu'est-ce qu'on craint avec les variants qui vont émerger? C'est que finalement, la protéine va être suffisamment modifiée pour que finalement les anticorps vaccinaux, les anticorps qu'on va administrer, ne reconnaissent plus cette protéine. Et vous vous doutez bien que si ces anticorps ne reconnaissent plus la protéine, eh bien, cette interaction
entre le virus et son récepteur va le faire. Donc voilà, donc j'ai défini à peu près la problématique des variants. On va regarder ce qui se passe de façon un peu plus précise. Alors, si on regarde ce qui se passe, nous, au niveau du diagnostic, comment on fait le diagnostic d'une infection? Eh bien, on est assez basique, on fait de la biologie moléculaire, et qu'est-ce qu'on va chercher? C'est le génome du virus. Et le génome du virus, comment on va le rechercher? On va se baser sur les séquences du génome du virus, et on va venir s'accrocher dessus avec des amorces. Ça, c'est la technique de biologie moléculaire, mais toutes les techniques de biologie moléculaire fonctionnent comme ça. Et vous voyez que pour que une fermeture rectaire fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une fermeture rectaire exactement identique en face. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc là, quand on rend un résultat positif, c'est que le test est positif sur 3 endroits du génome différents. Donc, je vous ai représenté ici, on travaille dans différents endroits du génome. Donc ça, c'est quand tout va bien, le génome standard et le test est adapté. Si par contre, vous voyez qu'il y a une mutation, cette mutation, je l'ai fait comme par hasard apparaître au niveau du gène S, qu'est-ce qui va se passer? La fermeture éclair, elle rencontre une anomalie et finalement, elle ne va pas se fermer. Donc, notre test va être mis en défaut. Et bien voilà, là, vous avez exactement ce qui se passe, nous, dans nos tubes à essai, c'est-à-dire qu'on va faire les tests, mais finalement, s'il y a une mutation, eh bien, ce test ne va pas fonctionner. Et tous les tests aujourd'hui qu'on va faire pour cribler, donc c'est le terme de criblage qu'on va utiliser, eh bien, quand on va faire ça, on va pouvoir avoir une anomalie ici, ou détecter cette anomalie. Et c'est comme ça qu'on aura un criblage avec un variant ou non. Alors, la problématique des variants, elle est majeure. Enfin, je veux dire, c'est l'évolution même des virus. Et sur cette diapositive, encore une fois, si je ne rentre pas du tout dans les détails, vous avez ici la position du génome. Donc, vous avez le génome tel que j'ai représenté tout à l'heure. Eh bien, vous avez différentes régions sur ce génome dont on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de variants. Donc là, c'est tous les pics que vous voyez ici. Vous voyez que si vous prenez tous les génomes qui sont séquencés dans le monde, eh bien, vous avez des régions du génome qui sont particulièrement sujettes à des variations. C'est des variations naturelles parce que le virus a des contraintes, donc finalement, il y aura des variations qui vont apparaître. Eh bien, si vous regardez ici justement cette fameuse protéine de spicule, eh bien, vous voyez qu'on a beaucoup plus de variants dans cette protéine-là que dans d'autres régions qui sont beaucoup plus silencieuses en termes de variation. Et puis, vous voyez que ça touche différentes régions du génome. Alors ça, on peut le modéliser. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Alors, c'est des beaux schémas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, vous avez une évolution de ces variants au fil du temps et vous avez un arbre phylogénique. Et cet arbre phylogénique, plus les branches sont éloignées, plus les virus, finalement, sont dissimilaires, donc ils ne se ressemblent pas. Donc, si vous prenez un virus qui se trouve ici et un virus qui se trouve ici, eh bien, vous avez des virus qui sont sensiblement différents. Et là, vous voyez que dans le temps, depuis l'émergence de l'infection début 2020, et aujourd'hui, vous voyez que on a des souches qui ont divergé. Alors, si on représente ça de façon différente, c'est plus joli, on pourrait presque dire un tableau de peintre. C'est assez intéressant parce que vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique. Il faut pas, voilà, on est sur quelque chose qui est dynamique, qui bouge en permanence. Donc là, je vous ai représenté ce qui se passe au niveau mondial et vous avez les grandes clades, ce qu'on appelle les clades de virus qui circulent. Et vous voyez que ce qui s'est passé depuis le début, si au début, on avait principalement de la clade 19A qui circulait, eh bien, vous voyez que ça a évolué tout le long de l'épidémie, ça a évolué. Et puis, on a retrouvé ici ce fameux variant anglais qui est dénommé ici, et vous voyez qu'il est en train de prendre le dessus au niveau mondial. Alors, j'attire quand même votre attention quand vous lisez ces articles-là, par exemple, puisque en fonction du nombre de séquences qui sont générées par chaque pays, eh bien, vous pouvez avoir des biais. C'est ce qui se passe avec le variant britannique, puisque les Anglais séquencent beaucoup, eh bien, ils ont artificiellement gonflé un peu cette vague-là. En tout cas, on sait que ça diffuse largement dans tous les pays, quels qu'ils soient. Effectivement, si on regarde en France ce qui s'est passé, vous voyez que globalement, eh bien, on a peut-être une quinzaine de clades qui circulent en France, et on parlera peut-être de la clade du variant de Lannion juste après. Eh bien, vous voyez qu'en France, quand même, ce qu'on voit, c'est que la souche britannique, qui a probablement une capacité de diffusion meilleure, eh bien, va prendre le dessus, et prend le dessus aujourd'hui, puisqu'on est à plus de 50%. Et en Bretagne, on est autour de nous, dans nos tests qu'on fait tous les jours, on est autour de 90% de variants anglais, ou en tout cas qui a un profil compatible avec celui-là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, et de parler d'un variant à l'instant T, eh bien, on ne sera pas du tout, si vous prenez en novembre 2020, on n'est pas du tout dans la même situation aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Et le terme de variant, pour nous, virologues, c'est arrivé là avec le SARS-CoV-2,
mais ça nous fait un peu sourire parce que c'est la vie naturelle des virus et que ça évolue tout le long d'une épidémie. Donc ça vous montre avec des graphes ce qui s'est passé. Donc si on prend l'exemple du variant anglais, je viens de vous le montrer, ça évolue très rapidement et ça prend de l'ampleur et ça va supplanter les autres souches. Le variant sud-africain, par contre, vous voyez qu'il est beaucoup moins ensemble. On a l'impression qu'il va beaucoup moins diffuser. Il diffuse quand même dans beaucoup moins de pays. Et le variant brésilien, dont on parle également, vous voyez que là, l'échelle est à hauteur de 3%, contrairement à celle-là qui sont à 100%. Vous voyez qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un variant qui va largement disséminer dans la population. Mais encore une fois, beaucoup de choses sont imprévisibles. Donc ça, c'est ce qui se passe en France, pour vous montrer un autre schéma, mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui, alors qu'on était majoritairement avec une souche de clade 20A, eh bien aujourd'hui, on est avec une souche 20I de type britannique. Alors, quels sont les enjeux de cette variabilité virale? Eh bien, globalement, vous avez bien compris que finalement, le virus il s'adapte à la population qui va infecter. Donc, prenons un exemple très concret. Si vous inondez une population avec un vaccin, eh bien, vous allez mettre une pression sur ce virus et finalement, vous allez peut-être sélectionner un virus qui ne sera pas sensible à la vaccination. Donc, les anticorps vaccinaux ne seront pas dirigés ou vont sélectionner un virus qui échappera avec cette vaccination. Donc ça, c'est un des problèmes. Le virus qui va être sélectionné, souvent, il réplique mieux, souvent, il infecte plus facilement. Donc, est-ce qu'il se lie mieux à la cellule, par exemple? C'est des choses possibles. Donc, le risque, je viens de vous l'expliquer, c'est l'échappement à la réponse immunitaire. Ça peut être l'échappement au vaccin ou aux traitements antiviraux, en particulier les anticorps. Ça peut être l'émergence d'une souche plus pathogène, donc il faut être vigilant. Et vous avez vu que les derniers travaux sur le variant anglais indiquent que probablement, mais encore une fois, moi je pense qu'il faut vraiment vérifier toutes ces publications, serait possiblement avec des conséquences plus sévères que le variant classique. Et puis, ça peut nous donner des faux négatifs, des tests moléculaires ou sérologiques. Cette diapositive, je l'avais faite il y a un mois, et vous voyez qu'aujourd'hui, ça me donne raison, puisque aujourd'hui, on est vigilant par rapport à ces faux négatifs. Donc, c'est notre travail au quotidien de vérifier qu'on n'a pas ce souci-là. Donc, en pratique, on va tomber vraiment dans la pratique. Premier niveau, on va vous rendre un résultat positif ou négatif. Je vous ai expliqué, on va détecter différentes régions sur le génome viral. Alors, j'ai fait une petite métaphore qui n'est pas forcément la plus subtile, mais en tout cas, je vous la donne. Donc, globalement, quand on vous dit positif ou négatif, c'est en gros, je vous dis, j'ai un numéro de téléphone ou je n'ai pas de numéro de téléphone, donc voilà, positif, négatif. Après, on va faire le criblage. Et le criblage, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un test spécifique de variant. Et comme vous avez bien compris, ça veut dire qu'on va détecter sur le génome une position qui est anormale. Et globalement, ça revient à dire mon troisième numéro dans mon numéro de téléphone, c'est un 9, ou le sixième, c'est un 8. Okay, alors, ça vous donne une petite information, mais finalement, est-ce que c'est vraiment très utile? Donc, je laisse ça à votre réflexion. Moi, je pense que ce n'est pas très utile de cribler un variant comme ça. C'est une opinion personnelle. Mais aujourd'hui, on nous a imposé de faire ces variants. Encore une fois, vous comprenez bien que d'avoir mon troisième chiffre de numéro de téléphone, ça ne vous apporte pas grand-chose. Le troisième niveau, ça va être le séquençage. Le séquençage, on a deux niveaux de séquençage. Soit on séquence une petite fraction du génome, et là, déjà, ça vous donne une indication que mon numéro de téléphone se termine par 9059. Ce qui est intéressant, si vous savez que je travaille à l'hôpital, vous pouvez probablement me retrouver assez facilement. Et donc, ça vous donne une carte d'identité partielle du virus. C'est intéressant. Et puis, ce qu'on fait, nous, et maintenant, ce qu'on propose, c'est vraiment de séquencer le génome complet. On a les outils moléculaires pour le faire aujourd'hui. Et là, magique, vous avez mon numéro de téléphone complet. Et donc, c'est intéressant parce que là, vous voyez que l'information apportée est beaucoup plus précise. Et si là, on peut dire, voilà, avec ce numéro-là, je peux déjà savoir dans quel service travaille Vincent Thibault, eh bien, avec celui-là, vous avez toute l'information. Et avec celui-là, vous voyez que ça ne vous apporte pas grand-chose. Et finalement, beaucoup de personnes dans l'hôpital partagent ce troisième chiffre 9 ou ce sixième chiffre 8. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il faut vraiment reposer sur ces séquençages-là qui nous permettent aussi de déposer nos séquences dans des bases internationales et d'avoir une visibilité. Et c'est ce qui s'est passé avec le fameux variant de l'agneau. Donc là, par exemple, ça vous montre ce qu'on peut faire au niveau international. Là, vous voyez, c'est toutes les séquences qui ont été déposées au niveau international. Vous voyez qu'on voit émerger, par exemple, une souche bretonne, un variant anglais. C'était les premiers, nous, qu'on a séquencés au laboratoire.
et qui sont sans doute à l'origine de l'épidémie qu'on voit en Bretagne avec le variant anglais. En termes de rendu des résultats, comment ça se passe? Eh bien, on vous rend en règle générale un premier résultat qui est positif ou négatif, en indiquant d'où vient le prélèvement. Et puis après, on fait un criblage, donc que je vous l'ai indiqué, on cible une portion du génome. Et là, par exemple, avec ce criblage, on va vous rendre, eh bien, attention, sur ce variant-là, on a une position qui est mutée. Le terme est impropre, mais il y a une mutation ici. Donc, un acide aminé en position 501 est muté en un autre acide aminé. Donc, on va vous rendre présence et on va vous rendre profil compatible avec le variant. Pourquoi compatible? Parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Vous avez bien vu que c'est un criblage. On n'est pas sûr à 100% que ce soit du variant anglais, mais il y a de fortes chances que ce soit un variant anglais. Et puis, si on le juge nécessaire, on va faire un séquençage et là, on vous rendra la clade, donc 20i, un variant anglais ici, avec les différentes substitutions protéiques qui peuvent être intéressantes. Si on s'intéresse au variant de Lannion, je vais finir sur cette thématique-là parce que c'est vrai que ça fait parler beaucoup les gens et les journaux. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu avec ce variant de Lannion? Donc, il faut savoir qu'il circule quand même depuis plusieurs semaines. Donc, nous, on a été informés depuis début février par notre collègue de Lannion qui a fait un énorme travail pour colliger tous les cas et pour faire remonter les informations. L'ARS a peut-être réagi un peu tardivement la semaine dernière, mais bon, voilà, on va reprendre la main là-dessus. Et donc, ce que vous voyez, donc, si vous avez bien compris ce qui se passait, vous voyez qu'on va identifier différentes substitutions sur cette protéine, sur le génome, pardon, sur ce génome, on aura différentes modifications qui sont listées ici. Donc, ça en fait une souche très particulière parce que c'est la seule souche qui ait autant de variants ici sur ce génome. Si on regarde vraiment sur la région qui nous intéresse, en particulier cette protéine S, où il y a tous ces variants, eh bien, vous voyez, encore une fois, si vous regardez l'interaction entre le virus ici et son récepteur, vous voyez que tout ce qui est marqué ici, c'est des régions qui sont un peu à craindre parce qu'elles vont modifier l'interaction du virus avec son récepteur, elles vont modifier des portions qui sont reconnues par les anticorps. Et comme par hasard, vous voyez que si par exemple on prend la position 483A qui caractérise le variant de Lannion, eh bien vous voyez qu'il est proche de celle-là et que finalement, il va possiblement modifier l'interaction entre le virus et son récepteur, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette caractéristique. Donc aujourd'hui, quand on a ces variants-là, eh bien, ils peuvent être classés en différents critères d'inquiétude, on va voir. Donc soit c'est les variants of interest, donc tout est dans l'anglais, variant of interest, ou under investigation, ou of concern. Et bien là, on est passé en variant under investigation pour le variant de Lannion. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les impacts précis de ces substitutions. Est-ce que ça va modifier la reconnaissance du variant par les anticorps vaccinaux? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait de façon assez certaine aujourd'hui, c'est que nous, au laboratoire, on est capable de détecter ces variants. Le seul problème qu'on ait, c'est que finalement, quand on va chercher le virus au niveau respiratoire, au niveau oropharyngé, eh bien, on ne retrouve pas ce virus. Donc, on est capable de le détecter au laboratoire, mais lorsqu'on fait un prélèvement nasopharyngé, on ne retrouve pas ce virus. Pourquoi? Peut-être qu'il est excrété en très faible quantité, peut-être qu'il a une phase très rapide de passage au niveau oropharyngé et qui va descendre très rapidement au niveau des bronches ou des voies aériennes inférieures. Donc, c'est possible. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ces hypothèses de façon très formelle. Mais en tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, après, il y a la définition des cas. Ce que je propose, c'est peut-être de m'arrêter là et que si vous avez des questions, on peut les aborder principalement par rapport à ça. Voilà. Je ne vais pas prendre trop de temps. Et voilà, peut-être que je peux répondre aux questions s'il y en a. Voilà. Micro fermé. Thierry, vous n'avez pas activé votre micro. On ne vous entend pas. J'allais dire que oui, désolé, voilà, le micro coupé. Donc, on va laisser la parole à Cédric. On fera un temps de réponse de 20 minutes à la fin du webinaire en se réservant donc une vingtaine de minutes. Et là, on va partir sur la vaccination. On a déjà quelques questions aussi, de toute façon, qu'on vous corrigera à la fin. Cédric? Oui, c'est bon pour moi.
Vous voyez l'écran en entier ou vous voyez les petites diapositives? On voit tout, très bien. Donc, l'idée, c'est de faire assez rapidement, là, et surtout de répondre aux questions après, un petit point sur la vaccination. Et je vous ai fait ça un peu sous forme de vrai-faux. Donc, alors déjà, savoir que les choses sont allées extrêmement vite, hein, puisque on a eu un développement extrêmement accéléré des différents vaccins. Actuellement, on a 63 candidats qui sont en cours d'évaluation clinique, hein. Il y a eu plus de 300 candidats vaccins, mais on a presque 70 vaccins en évaluation clinique, et donc 12 sont déjà arrivés en phase 3. Donc, vous voyez, pour un virus qui a été séquencé en janvier 2020, on est allé extrêmement, extrêmement rapidement. Et actuellement, on a 10 vaccins qui ont une autorisation, alors pas tous autorisés en Europe, mais en tout cas une autorisation quelque part dans le monde. Et pour vous donner un ordre d'idée des campagnes de vaccination, hein, au 16 mars, on a plus de 5 millions de personnes vaccinées en France. Alors, les campagnes de vaccination ont débuté de façon assez variable d'un pays à l'autre. Israël, la situation est un peu particulière. C'est un accord qui a été passé avec la firme Pfizer qui fait qu'Israël a disposé du vaccin très rapidement en échange de l'exploitation de ces données par Pfizer. Hein, donc, c'est un contrat un peu spécifique, ce qui fait que toutes les données qu'on a qui proviennent d'Israël proviennent d'un seul vaccin, alors que pour beaucoup d'autres pays, les données de vaccination dont on dispose, c'est des données pour l'ensemble des vaccins. Donc, vous voyez que la France se situe ici, c'est des chiffres qui sont en date du 10 mars, hein, donc c'est tout récent. Donc, mais voilà, donc pas si mal positionné que ça, mais pas dans les trios de tête. Alors, pour ce qui est des résultats de la vaccination en France, vous voyez que malgré une campagne qui a débuté un tout petit peu en retard par rapport à d'autres pays, vous voyez qu'on a eu quand même quasiment 90% des résidents d'EHPAD qui ont déjà reçu leur première dose et presque 70% qui ont déjà reçu leurs 2 premières doses. Donc ça, c'est des données au 12 mars. Et que pour les 75 ans et plus, pour lesquels on a démarré un petit peu plus tard pour des questions de disponibilité de vaccins, vous voyez qu'on est encore un petit peu loin des objectifs d'arriver à vacciner tout le monde rapidement, mais bon, on va y arriver quand même assez vite malgré tout. Pour ce qui est de la Bretagne, donc là aussi au 12 mars, vous voyez pour ce qui est des personnes qui ont reçu au moins une dose, on est dans quelque chose qui est assez homogène, hein, entre 7,5 et 10% globalement, entre les 4 départements bretons. Donc ça concerne l'ensemble de la population, quel que soit l'âge. L'ARS publie régulièrement des données classe d'âge par classe d'âge qui sont disponibles sur son site et qui permettent de voir d'avoir une évolution très fine, hein, puisque toutes les vaccinations sont remontées en temps réel. Ça permet d'avoir une évaluation très très fine de la campagne de vaccination actuellement. Alors, avec quoi on vaccine et quels sont les vaccins disponibles? Donc, en gros, donc je ne vais pas refaire de choses très compliquées sur le vaccin, hein, mais le but, c'est d'exposer le système immunitaire à un antigène qui ne va pas causer la maladie, mais qui va permettre de faire développer des anticorps. Et donc, on a un certain nombre de possibilités. Donc, si on veut regarder les choses de façon très large, on a 8 types de vaccins, donc des vaccins qui sont à base de virus, donc soit avec des virus atténués, soit avec du virus inactivé. On peut avoir des vecteurs viraux, donc ça, par exemple, c'est le vaccin Sputnik V ou le vaccin d'AstraZeneca qui utilisent des vecteurs viraux qui peuvent être soit réplicatifs, soit non réplicatifs pour les vaccins qu'on utilise actuellement contre la Covid-19. Des vaccins qui sont soit ADN, soit ARN, donc des vaccins qui sont liés à un acide nucléique. Et donc, les deux premiers vaccins qui ont été disponibles, le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna, utilisent un ARN, hein, et comme a montré tout à l'heure Vincent. Et puis, on peut avoir des vaccins qui sont de type protéique. Voilà, par exemple, l'exemple typique, c'est le vaccin d'hépatite B, mais pour lesquels on n'a pas pour l'instant de vaccins commercialisés, mais il y a des vaccins qui sont bien avancés. Excuse-moi, Cédric, ton diaporama est resté sur résident en EHPAD. Ah, alors qu'il est bien passé pour moi. Je vais revenir. Vous voyez les diapos défiler là? Non, résident en EHPAD, toujours.
Alors, pourquoi est-ce que c'est bloqué? Je vais arrêter de partager et repartager du coup. Est-ce que vous voyez ma carte là? Oui, là on voit Statista, résident en EHPAD et la carte de France. Voilà, donc la carte avec les différents pourcentages de vaccination en Bretagne. Et donc, ce que j'étais en train de vous montrer, donc des différents vaccins. Donc, vaccins à vecteurs viraux, vaccins avec virus, vaccins avec acide nucléique et vaccins liés à une protéine. Donc, si on regarde la situation actuelle, en tout cas jusqu'à ce que il y ait la suspension du vaccin AstraZeneca, donc on disposait à très court terme de 4 vaccins, donc 2 vaccins à ARN messager et 2 vaccins à vecteur viral. Donc le vaccin de Janssen n'est pas encore disponible en France, mais il a eu une autorisation européenne le 11 mars, donc on va pouvoir en disposer très vite. Et on reviendra sur la question de la suspension du vaccin d'AstraZeneca. Alors, on va faire quelques vrais-faux. Alors, est-ce que le vaccin d'AstraZeneca est un vaccin de second choix en termes d'efficacité? Je crois que la chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est qu'en fait, ces vaccins ont tous été développés, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est allé extrêmement rapidement, et c'est donc des vaccins qui ont tous été développés avec des méthodologies différentes, avec des critères d'évaluation différents. Donc, les critères de jugement sont différents d'un vaccin à l'autre. Les populations peuvent être différentes au sein des essais cliniques, ça peut être pas tout à fait les mêmes classes d'âge, ça peut être des différences en termes de typologie de population. Et puis, au moment où on fait les essais, les incidences de la Covid peuvent être très différentes en fonction du pays, en fonction de la région dans laquelle on se situe, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de comparer l'efficacité des vaccins les uns par rapport aux autres sur ces essais cliniques. On peut donner une efficacité intrinsèque, mais c'est très difficile de comparer l'efficacité des différents vaccins. Et d'où l'importance des données de phase 4, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait en pratique une fois qu'on a démarré les campagnes de population, et notamment quand on vaccine avec plusieurs vaccins différents dans un pays. Là, on peut éventuellement être amené à faire des comparaisons à partir du moment où on utilise le même set de données. Et on verra que c'est ce qu'ont fait nos collègues écossais, et on a des données tout à fait solides maintenant par rapport à ça. Alors, si on regarde pour les 2 vaccins ARN, donc si on fait quelque chose qu'on dit qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on compare l'efficacité de ces 2 vaccins alors que la méthodologie qui a été utilisée dans les 2 essais n'est pas tout à fait la même, vous voyez que ici, c'est l'incidence de la Covid chez les patients qui ont reçu le placebo, ici l'incidence de la Covid chez les patients qui ont reçu le vaccin, et vous voyez que très rapidement, en gros, dès la 3e semaine, même dès le 15e jour, on a une différence de courbe qui est tout à fait notable. Quand on regarde les données en Israël, alors j'attire votre attention que là, ça porte sur une quantité de personnes très importantes, puisqu'on est au-delà de 500 000 personnes vaccinées qui sont comparées à des personnes non vaccinées. Vous voyez, toutes les courbes se disjoignent très vite. En gros, à partir du 14e jour, après la première dose, vous avez que ce soit l'incidence de la Covid symptomatique, des hospitalisations ou des décès. Vous voyez que ça marche d'autant mieux sur les Covid graves et sur les questions de décès. Vous avez ici, donc sur les Covid sévères, et ici sur les décès, vous voyez qu'à partir du moment où vous vaccinez, vous avez quasiment plus de décès en pratique liés à la Covid chez les personnes qui sont vaccinées. Les Écossais ont comparé, puisqu'ils ont démarré leur campagne de vaccination à la fois avec le Pfizer et avec l'AstraZeneca, et donc ils ont pu regarder quel était l'impact de la vaccination sur la population. Ils ont regardé sur des critères qui étaient des critères là aussi de décès et de diminution des hospitalisations. Ils ont donc regardé sur des critères qui étaient les mêmes pour les 2 vaccins. Alors j'attire votre attention sur le fait que, contrairement à ce qui s'est passé en France, vous voyez que ce qui est en vert ici, c'est les personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer, et en rouge, celles qui ont été vaccinées avec l'AstraZeneca. Et vous voyez que proportionnellement, on a beaucoup plus de personnes âgées qui ont été vaccinées avec l'AstraZeneca qu'avec le vaccin de Pfizer. Et là, quand on compare les données,
Alors, quand on compare à 1 mois, donc on aura les données à 2 mois bientôt. Là, sur les 708 000 personnes non vaccinées qui ont été comparées aux vaccinées, vous voyez qu'on a 94% de diminution des hospitalisations pour l'AstraZeneca et 85% pour le Pfizer. Donc, on voit bien qu'en termes d'impact sur la gravité de la maladie, on a un effet majeur des 2 vaccins et qu'a priori, voilà, on n'a pas de raison de penser que le vaccin d'AstraZeneca est moins efficace que le vaccin de Pfizer. Donc, il y a une analyse toute récente qui a été faite par le Conseil scientifique national qui vient juste, dont on a eu les résultats ce matin, là, et qui a mis les différents vaccins actuellement soit commercialisés, soit en voie de commercialisation, avec leur efficacité sur toute forme clinique à partir des analyses de la littérature. Et vous voyez qu'on est sur des vaccins qui sont super efficaces, quels qu'ils soient. L'analyse sur les formes sévères, qui est vraiment excellente, puisqu'en gros, on a quasi 100% d'efficacité sur les formes sévères quand on regarde un peu au-delà des premières semaines de vaccination. Et puis sur le variant sud-africain, on sait qu'on a notamment le vaccin d'AstraZeneca qui est moins efficace. Les vaccins ARN paraissent conserver leur efficacité, et le vaccin de Johnson & Johnson, donc le vaccin de Janssen qui va bientôt être disponible en France, serait efficace à 85% sur les formes sévères. Donc, en gros, qui vacciner avec quel vaccin? Alors, je crois que c'est vraiment très simple. Il faut vacciner avec ce qui est disponible. Donc, si on avait fait le séminaire la semaine dernière, j'aurais dit prenez ce que vous avez sous la main, et notamment l'AstraZeneca. Aujourd'hui, on n'en a plus. Alors, j'espère de façon temporaire. J'espère que les analyses pharmaco vont montrer que finalement, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de relation causale dans ce qui a été décrit et qu'on va pouvoir reprendre la vaccination. Mais bon, on n'en sait rien. Il faut avoir les données. Donc, vacciner avec ce qui est disponible et surtout garder son sens clinique en plus des recommandations. Les recommandations, on les établit pour essayer de donner des grandes lignes, mais il faut bien penser que voilà, on a des patients qui sont fragiles parce qu'ils cumulent un certain nombre de facteurs, et ces patients-là, voilà, il faut pouvoir les vacciner. Le patient qui est diabétique, obèse, qui a pas d'insuffisance rénale, mais une fonction rénale qui est quand même pas tout à fait normale, etc., va cumuler les critères qui vont faire on sait qu'il est à risque de faire des formes plus sévères. Alors, autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut pas vacciner avec certaines allergies? Alors c'est vrai, mais en fait en pratique c'est quand même très facile. D'abord, il y a très peu de risques allergiques vrais avec ces vaccins. On l'a vu, il y a eu plusieurs millions de doses administrées maintenant. Il y a eu très 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 peu de vraies réactions allergiques. Et donc il y a des schémas qui existent, des algorithmes décisionnels. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'en gros, seuls les antécédents d'anaphylaxie sont à prendre en compte. C'est-à-dire si votre patient n'a jamais eu d'anaphylaxie, eh bien, vous pouvez le vacciner et le surveiller de façon tout à fait standardisée. Donc, un patient qui a fait un urticaire simple, sans autre réaction, avec, je sais pas moi, de l'amoxicilline ou du paracétamol, eh bien, vous pouvez le vacciner sans arrière-pensée. S'il y a eu de l'anaphylaxie, si c'est de l'injectable, il y a une procédure un petit peu particulière. Et si c'est avec un médicament oral, eh bien, il y a là aussi une procédure pour savoir si on peut vacciner le patient ou pas. Si par contre, c'est des anaphylaxies, mais pas médicamenteuses, c'est-à-dire par exemple au venin, du latex, etc., on peut vacciner sans problème. Simplement, dans ces cas-là, s'il y a un antécédent d'anaphylaxie, on va faire une surveillance un petit peu plus prolongée de 30 minutes. En pratique, en fait, les produits allergènes qui sont dans les vaccins, ils sont aussi présents dans une multitude de médicaments. Et en fait, tous les patients qui ont pris sans problème un des médicaments qui est dans la liste, alors on dit, si les patients ont déjà pris ces médicaments-là, eh bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas allergiques aux produits. Vous voyez qu'il y a des médicaments extrêmement communs. Donc, donc ça, c'est des données qui sont accessibles. Donc, ce n'est pas très, très difficile finalement de faire le tri rapide des patients qui sont allergiques, qui peuvent être vaccinés ou pas vaccinés. Et les patients qui ont un risque allergique, ce n'est pas qu'il ne faut pas les vacciner, il faut prendre un avis allergologique et puis voir avec quel vaccin on peut éventuellement les vacciner ou s'il faut faire de la désensibilisation. De la même façon sur les effets secondaires, donc on a dit les effets secondaires, en fait, ils ne sont pas connus ou pour certains vaccins, ou ils sont trop importants pour les autres. Donc finalement, ce qu'on entend, c'est il ne faut pas vacciner avec certains vaccins parce que les effets secondaires sont trop importants. Alors, les effets secondaires immédiats, ils sont bien connus. Les effets inconnus, en fait, c'est à ça que se sert la
pharmacovigilance, et c'est ce qu'on fait actuellement avec le vaccin d'AstraZeneca, c'est-à-dire le fait de dire on suspend quelques jours en attendant de pouvoir faire l'analyse des données sur un signal d'alerte. C'est juste le but de la pharmacovigilance. Pour ce qui est des effets secondaires, on va dire, standards du vaccin d'AstraZeneca, ils n'étaient pas inconnus. On voit que dans la tranche des 18-55 ans, dans la toute première étude qui a été faite, vous voyez, ce n'est pas beaucoup de patients, mais c'est une étude de phase 1-2 qui avait été faite en urgence pour justement connaître ce vaccin. Vous voyez qu'on a 75% des patients qui se plaignent de fatigue à J1. Vous avez des patients qui se sentent fébriles, pas mal de maux de tête, pas mal de douleurs musculaires. Donc voilà, c'était des choses qui étaient tout à fait attendues. L'immunodépression et la grossesse, c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce que c'est des contre-indications? Non. Alors pour l'immunodépression, c'est très simple, c'est une indication. La seule chose, c'est que en fait, il y a peu d'immunodéprimés dans les essais vaccinaux et donc on ne sait pas quel est le niveau d'efficacité. On a un risque de moindre efficacité. La question qu'on se pose potentiellement, c'est est-ce que chez les patients immunodéprimés, il faudra pas, si l'épidémie dure, il ne faudra pas refaire des rappels qu'on n'aura pas besoin de faire en population générale. Voilà, donc ça, c'est des questions de recherche, je dirais, actuellement. Mais l'immunodépression, c'est une indication. Et là aussi, il faut vacciner avec le vaccin qui est disponible au moment où on a le patient et le vaccin sous la main. Et pour les grossesses, il n'y a pas de contre-indication. Il faut vraiment peser la balance bénéfice-risque. A priori, on n'a pas. Les études sont un peu controversées sur la gravité de la Covid dans la grossesse. Mais en tout cas, chez des patientes qui sont très comorbides, il ne faut pas hésiter à vacciner. Est-ce qu'il faut vacciner les patients qui ont déjà eu la Covid-19? Oui. Par contre, ce qu'on sait, c'est que en fait, la première dose chez ces patients-là permet de bien faire remonter les anticorps. C'est ce qu'on voit ici. Et par contre, que la deuxième dose, vous voyez, ne permet pas de remonter des anticorps supplémentaires chez les patients. Donc, en orange, c'est les patients qui sont déjà en fait séropositifs au moment de la vaccination, donc des patients qui ont déjà eu la Covid. Et vous voyez que le fait de faire une deuxième dose ne va pas nous amener grand-chose par rapport aux effets qu'on a eus après la première dose. Et par contre, les personnes font plus d'effets secondaires avec les vaccins quand elles ont déjà eu une infection. Aujourd'hui, on dit qu'il faut attendre 6 mois pour faire la vaccination et qu'une seule dose suffit, sauf chez les immunodéprimés, où là, il faut bien conserver 2 doses. Et puis, je vais terminer là-dessus sur la question de la diminution de la transmission. Vous savez que c'est une question essentielle en termes de lutte contre l'épidémie. On avait très peu de données, ça n'a pas été étudié dans les études initiales qui étaient très focalisées sur l'effet sur la gravité, les hospitalisations, les décès. Donc, on n'a pas eu tellement de temps de regarder ce qui se passait en termes de diminution de la transmission qui est plus difficile à évaluer. Et en fait, il y a une étude qui a été faite récemment, et il y en a plusieurs maintenant qui viennent confirmer ça, chez les soignants qui ont été vaccinés au CHU, à l'hôpital universitaire de Cambridge, et on voit que en fait, le taux d'incidence chez ces soignants est divisé par 4. En gros, on a 4 fois moins de portage du virus parce qu'ils ont un dépistage toutes les semaines. Il y a 4 fois moins de virus chez les patients qui ont été vaccinés que chez les patients qui n'ont pas été vaccinés. Donc, on estime, dans la réanalyse qui a été faite par le comité scientifique, là, on estime qu'il y a au moins 50% de diminution de la transmission, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en termes de lutte contre l'épidémie. Voilà, donc je peux répondre à vos questions maintenant, en compagnie de Vincent. Peut-être pour rester sur la vaccination, avant de repasser la parole au professeur Thibault, on a 2 questions concernant la vaccination. La première, ça fait écho à ce que vous venez de présenter sur la cible des femmes enceintes. Un médecin nous indique que le Collège des gynécologues a émis des recommandations, donc il souhaitait avoir votre avis sur le fait de savoir si on doit vacciner vraiment toutes les femmes enceintes ou s'il faut faire un choix aussi. Et la seconde question, ça vise les patients qui ont déjà fait la Covid+, depuis, on va dire, plus de 6 mois, savoir quelle est la place des tests sérologiques pour la vaccination. Alors, pour répondre sur la question des gynécologues, je pense qu'il n'est pas question de vacciner toutes les femmes enceintes, en tout cas pas tout de suite, vu la disponibilité des doses. C'est peut-être quelque chose qui changera dans quelques temps, mais en tout cas, vu la disponibilité des doses, il y a
on pense qu'il n'y a pas forcément d'utilité. Par contre, il faut vacciner les femmes enceintes qui ont des comorbidités. Je pense que ça, c'est important. Et à terme, se posera peut-être la question, effectivement, de vacciner toutes les femmes enceintes. Donc, il faut suivre les recommandations telles qu'elles évoluent, mais ça peut effectivement évoluer très, très rapidement. Et la deuxième question, c'était sur… C'était sur la place des tests sérologiques pour Les les tests personnes. sérologiques, oui. Alors, je pense que chez un patient dont on sait qu'il a fait une Covid, voilà, parce qu'on avait une PCR positive ou un test antigénique positif dans le nez, je pense que ce n'est pas utile d'aller faire une sérologie. En tout cas, la stratégie, on a décidé de ne pas avoir une stratégie de sérologie systématique. Alors, je pense que Vincent répondrait mieux à la question que moi, mais ça peut être assez variable en fonction des techniques. On n'est pas sûr que les anticorps qu'on retrouve soient des anticorps protecteurs. Donc voilà, le critère, c'est de dire est-ce que le patient a vraiment fait une Covid ou pas. Si on a un doute, on vaccine. Au pire, on vaccine sans que ce soit utile, mais voilà, pour le patient, ça n'a pas de conséquences particulières. Le fait de vacciner même 2 fois un patient qui a déjà eu la Covid quelques semaines auparavant, ça, c'est pas du tout délétère pour le patient, c'est juste que ça consomme des doses inutiles. Mais par contre, on n'est pas parti sur une stratégie de faire une sérologie systématique avant la vaccination. Ok, on a une question du coup, professeur Thibault, pour vous. C'est au sujet du variant breton. Donc, c'est une médecin des Côtes-d'Armor qui nous interroge à ce sujet pour savoir, lorsqu'on a un patient avec une clinique compatible, mais une RT-PCR qui est négative, est-ce qu'on doit les retester systématiquement? Quelle est la conduite à tenir et est-ce qu'on doit avoir une vigilance particulière dans leur suivi? Alors ça, c'est les recommandations qui sont tombées sur les différents messages de la DGS, entre autres, et de l'ARS. Donc effectivement, il faut faire des prélèvements à J0 et J7, ce qui était sans doute déjà fait. Il faut se reposer aussi sur la sérologie. C'est vrai que si on peut documenter une séroconversion, c'est toujours très utile pour documenter les cas. Parce qu'en fait, ce qui a vraiment posé un souci au CH de Lannion, c'est qu'il y a eu des transmissions et que finalement, c'est très difficile vu qu'on ne peut pas faire de diagnostic, on n'a pas de diagnostic positif pour un patient. On ne sait pas s'il transmet, combien de personnes ont été contaminées, etc. Donc, il faut avoir une approche assez rigoureuse et il faut, comme c'est recommandé, faire des prélèvements profonds si c'est possible. Alors, je sais que ce n'est pas toujours très simple de le faire, mais si on peut, c'est faire des prélèvements profonds et associer ça à des sérologies de manière à bien documenter les cas. Merci. On a donc sur les femmes enceintes, du coup, vous avez répondu que celles avec comorbidité sont à vacciner en priorité, en tout cas dans un premier temps, du fait d'une disponibilité des doses. Un médecin nous interroge sur le fait de savoir si les plus de 35 ans enceintes, du coup, doivent être prioritaires pour la vaccination. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse à cette question-là. Je ne crois pas, en tout cas de ce que j'ai vu dans la littérature récemment, qu'on ait des arguments pour dire qu'il y a vraiment une grosse différence dans l'âge de la grossesse. Je crois qu'aux deux extrêmes, on a des petites différences, mais après savoir quel est l'âge un peu charnière, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse à cette question-là. Je pense qu'il faut faire attention aux comorbidités surtout. Les patientes pour lesquelles on a des craintes d'hypertension artérielle gravidique, les patientes diabétiques, les patientes obèses, je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire attention, plus que sur l'âge en fait, parce qu'on reste sur des âges qui sont globalement assez jeunes. Donc je pense qu'il faut surtout se focaliser sur les comorbidités. Ok. On a une question relative à l'étude de Cambridge que vous avez citée, qui demande si c'est uniquement, cette étude porte uniquement sur AstraZeneca et si vous savez si la réduction de la transmission est prouvée pour les autres vaccins ou si c'est des données qui n'ont pas encore été investiguées, on va dire. Alors l'étude de Cambridge, c'était uniquement avec du Pfizer. Ce n'était pas de l'AstraZeneca qui avait été utilisé pour vacciner les soignants à ce niveau-là. Comme je vous le disais, vous avez vu dans la politique anglaise, l'AstraZeneca, c'était le contraire en France, c'était plutôt réservé aux personnes âgées et le Pfizer plutôt fait chez des personnes plus jeunes. Effectivement, on ne peut pas forcément extrapoler, mais là, je vous ai montré une étude. Toutes les études qu'on a actuellement, c'est pour ça que je citais ce qui a été dit au niveau du conseil scientifique, là, c'est qu'en gros, si on fait une analyse de la masse des informations sur la diminution de la transmission, on peut dire que l'ensemble des vaccins, là, actuellement, diminue globalement de 50%. Je pense qu'on aura des données plus fines.
Quand on nous avait posé la question il y a quelque temps, on avait dit, vu les analyses épidémiologiques, qu'il faut fin avril, je pense qu'on sera vraiment fixé sur ces questions-là, parce que ça déterminera de savoir s'il faut vacciner la population jeune ou pas. Parce que il faut qu'on réponde à cette question-là. Est-ce que l'intérêt de vacciner des gens jeunes non comorbides, c'est uniquement si on a une très forte diminution de la transmission? Du coup, vous venez de répondre à une autre question qui portait sur le fait de savoir si le vaccin n'empêche pas la transmissibilité et la circulation virale. Est-ce que du coup, il y a un intérêt à vacciner les personnes qui ne sont pas considérées comme à risque aujourd'hui? On a une question sur AstraZeneca et la suspension actuelle. Si jamais AstraZeneca n'est pas remis sur le marché, qu'est-ce qui va se passer pour les patients qui ont eu une première dose et qu'est-ce qu'on pourra leur proposer pour une éventuelle seconde dose, de votre point de vue? Bon, oui, je pense que ça commence à être réfléchi. Le fait de vacciner avec un premier vaccin et de revacciner avec un autre, ça peut être une stratégie pas inintéressante. Alors, notamment avec le vaccin d'Astra, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, on a dit qu'il faut faire un rappel à 4 semaines, puis après on a dit bah non, il faut faire plus. Maintenant, on dit qu'il faut 12 semaines entre les 2 injections de vaccin d'Astra. C'est lié en fait au fait qu'on s'immunise contre le vecteur quand on est vacciné avec ces vecteurs adénovirus. Et donc l'idée de faire une première dose avec un vaccin et une deuxième dose avec un autre vaccin, c'est pas complètement idiot. C'est ce qu'ont fait les Russes en fait dans le vaccin Sputnik. Il y a 2 adénovirus différents pour le rappel et pour le vaccin initial. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours. Il y a un essai qui est en cours en Angleterre, je crois, qui combine les deux, AstraZeneca et Pfizer, avec un rappel qui n'est pas fait avec le même vaccin. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on aura la réponse. Probablement que si on n'a pas une réponse vraiment scientifique, on fera le rappel avec le vaccin dont on dispose. Ils sont quand même tous plus ou moins dirigés contre la même région en termes d'anticorps. Donc, voilà, c'est pas des ce qu'on produit, entre guillemets, en termes de réaction antigénique, c'est un peu la même chose, même si le mécanisme de production est différent. Okay. Quel vaccin préconisez-vous particulièrement pour les patients sous traitement immunosuppresseur? Eh ben, ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut vacciner avec ce qu'on a sous la main. L'important, c'est que ces patients-là, ils soient vaccinés assez vite. Et donc, voilà, moi, personnellement, pour mes patients, je n'ai pas eu de préférence particulière. On a fait vraiment avec ce qu'on avait. Donc, les premiers, ça a été du Pfizer. Ensuite, on a eu de l'AstraZeneca. Là, actuellement, à l'hôpital, c'est du Moderna. Donc, on vaccine avec du Moderna, mais c'est vraiment en fonction de la disponibilité des vaccins. On a une question qui porte sur la vaccination chez les personnes âgées. Pour le cas d'une personne âgée qui a fait une infection à la Covid, est-ce qu'il faut simplement faire une seule dose, de vaccination? Oui, a priori, en tout cas sur l'âge, à ma connaissance, pour l'instant, on a dit une seule dose, mais bon, voilà, c'est peut-être des choses qu'on révisera un petit peu plus tard si on a un peu plus de données sur ces questions-là. Mais pour l'instant, oui, hors immunodépression caractérisée, patients sous immunosuppresseurs ou immunodépression génétique, on a considéré qu'une seule dose suffisait. Mais c'est une bonne question. Voilà. Pour l'instant, voilà, on ne fait qu'une seule injection. Peut-être qu'on en reviendra si on a des données différentes qui sont publiés. OK. On a un médecin qui nous dit qu'il a été, vacciné avec ces 2 doses de Pfizer, la deuxième ayant été injectée il y a 3 semaines, et il nous indique que sa sérologie après un test rapide au doigt est très, très légèrement positive. Est-ce que vous préconisez dans ce cas-là une troisième dose de vaccin? C'est Vincent qui va répondre. Oui, non, je vois beaucoup de questions autour de la sérologie. La sérologie, c'est un faux ami, à mon avis. Donc déjà, il y a une question là qui a tourné. Les sérologies positives donnent-elles une idée du niveau de protection? Eh bien non, il n'y a pas de corrélat vraiment net entre le niveau d'anticorps qu'on va mesurer dans la circulation et la protection, parce qu'en fait, ces infections-là, bon, surtout, on va beaucoup se défendre avec l'immunité cellulaire et les anticorps jouent un rôle, mais peut-être pas un rôle primordial dans la protection contre l'infection. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux tests. Méfiez-vous, parce que les tests qui ont été développés initialement sont des tests qui sont dirigés contre des anticorps de nucléocapsides. Donc, tous les tests rapides que vous avez commercialisés, etc., sont des tests qui vont détecter un contact avec le virus. Mais par contre, ils resteront négatifs si vous êtes correctement vacciné, puisqu'en fait, les anticorps détectés après injection vaccinale, c'est des anticorps anti-spicule, anti-S. Donc, ne faites pas un test pour vérifier si vous êtes bien vacciné ou si vous avez fait une bonne réponse vaccinale, puisqu'en fait, ces tests-là doivent rester négatifs si vous n'avez pas attrapé la Covid. Donc, il faut vraiment se méfier. Et aujourd'hui, on va avoir un peu cette difficulté de gérer les tests anticorps, on va dire classiques, qui étaient développés pour apprécier un risque de contamination par la Covid, et les tests
qui vont détecter spécifiquement les anticorps vaccinaux qui sont en train de qu'on utilise un peu et qui peuvent avoir leur intérêt. Encore une fois, hein, ça devient un peu subtil, mais il y a l'intérêt de ces deux sérologies, mais il faudra les utiliser à bon escient. Merci. On va peut-être prendre encore 2 ou 3 questions, histoire d'essayer de ne pas trop déborder sur la fin. Simplement, en parallèle, le temps qu'on réponde aux dernières questions, on va vous lancer un petit sondage qu'on vous invite du coup à remplir. Pour revenir sur la question des patients allergiques sous antihistaminiques, une médecin nous indique qu'elle l'a fait pour 4 patients et un seul a fait un début de grosse réaction, on va dire lèvres gonflées suite à une injection AstraZeneca. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à ce propos? Ouais, disons que je pense que, alors quand il y a eu une réaction à un premier vaccin, il faut bien sûr les déclarer à la pharmacovigilance et contacter les allergologues pour savoir ce qu'on doit faire pour la seconde injection. Par contre, voilà, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le schéma qui est utilisé au CHU, mais c'est un schéma qui a été fait par un certain nombre d'allergologues au niveau national. Donc, je pense que, je ne sais pas si on l'avait déjà transmis à l'URPS, mais voilà, il peut être mis à disposition. Il permet vraiment de prendre les bonnes décisions en fonction du type d'allergie. Et, voilà. Et donc, vacciner quelqu'un qui est sous antihistaminique parce qu'il a eu quelques réactions allergiques aux graminées ou des choses comme ça, c'est vraiment pas un souci. Ok. On a la question d'une étudiante en médecine qui a été vaccinée avec 2 doses de Pfizer et qui a été testée car elle était cas contact du fait de son conjoint et elle se retrouve positive au variant anglais. Est-ce que vous pensez qu'elle doit faire l'objet d'une éviction de son stage ou pas? Ben oui, puisqu'on n'a pas encore la réponse à la question justement de l'intensité de la diminution de la transmission. On a dit que globalement, ça diminuait le risque de transmission de 50%, mais c'est des données très préliminaires. Donc, à partir du moment où quelqu'un est porteur du virus, on peut imaginer qu'elle peut de toute façon transmettre. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout changé nos recommandations en termes de traçabilité des contacts et d'isolement en rapport avec la vaccination. On est resté sur le schéma de base, voilà, parce que je pense qu'on n'a pas encore assez de données. Je pense que d'ici 1 mois et demi ou 2 mois, ça pourra évoluer, mais pour l'instant, voilà, on fait comme si les gens n'avaient pas été vaccinés finalement quand on fait du contact tracing. Tu es bien en train de préciser aussi pour l'AstraZeneca qu'on n'est plus entre 9 et 12 semaines, parce que tu sais que dans les centres de vaccination, souvent le rappel est fait pour certains à 9, à 10, à 12, en fonction d'eux. On est vraiment 12, 12, 12. Donc toutes les... Oui, bah, disons que c'est plus simple. Après, voilà, le niveau de preuve scientifique qu'on a, c'est 12 semaines qui a été retesté là, et on voit que bah, comme on est plus loin de l'immunisation initiale, finalement, on a moins d'immunité anti-vecteur et donc on a une meilleure réaction vaccinale à 12 semaines qu'à 6. Mais voilà, les gens qui ont été vaccinés à 9, ce n'est pas un souci. Mais bon, l'idée là, c'est de dire 12 pour tous les rappels d'Astra. Peut-être une petite chose sur laquelle on peut échanger brièvement, c'est la place du Janssen qui va arriver avec son côté monodose. Est-ce qu'il faut effectivement le réserver, enfin un peu ce qu'on avait évoqué, aux patients sur les équipes mobiles à domicile, ce qui est peut-être plus simple? Est-ce qu'il y avait il y a une autre place qui est plus particulière? Qu'est-ce que vous en voyez? Non, moi je pense que du point de vue en termes d'efficacité, etc., on va être vraiment dans le panier standard. Donc c'est plutôt, il faut vraiment raisonner en termes de pratique, hein, comme on l'a fait pour le Pfizer et le Moderna et l'AstraZeneca. C'est en fonction, voilà, le Pfizer c'était très compliqué au départ à cause de la congélation. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a réservé aux grands centres et aux hôpitaux. Donc là, c'est vrai qu'on va de fait avoir un vaccin plus facile à utiliser. Je pense que notamment, il y a des unités mobiles qui commencent à se développer pour les infirmières libérales qui pourront aller vacciner à la maison. Tout ça, je pense que ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un vaccin de ce type-là. C'est juste que ça va être plus pratique. Peut-être, professeur Thibault, on a la question que vous évoquiez d'un prélèvement profond pour le variant breton a l'air de susciter un certain nombre d'interrogations chez vos confrères. En gros, ils demandent ce que vous visez par prélèvement profond là-dessus et savoir si du coup c'est fait qu'en milieu hospitalier. Vous me laissez partager mon écran 2 secondes? Bien sûr. Je vais faire... Attendez, je suis perdu. Voilà, donc c'était juste pour montrer. Donc ça, c'est issu directement des recommandations. Vous voyez les prélèvements qui peuvent être cumulatifs, si possible. Donc pour les cas probables, donc je suis parvenu tout à l'heure sur la définition des cas, mais vous retrouverez ça facilement. Donc vous voyez que c'est prélèvement nasopharyngé à J0, J7,
prélèvement profond à privilégier, expectoration induite ou crachat après tout à J0 et J7, prélèvement de sel ou écouvillon rectal à proposer en cas de signe digestif à 0 et J7. Et encore une fois, vraiment, c'est reposer également sur la sérologie qui peut être utile. Donc voilà, c'est vraiment les points qui figurent dans les textes aujourd'hui. Et voilà, il faut vraiment privilégier des prélèvements plus profonds. Alors après, effectivement, ça peut être des expectorations, des lavages, mais on ne va pas faire un lavage à tout le monde, des aspirations, voilà. Merci. Et peut-être pour prendre deux dernières questions qu'on pourrait fusionner, docteur Arvieux, des questions relatives au délai au niveau de la vaccination. Un premier médecin nous demande quel délai maximum est possible entre les différents vaccins. Et une question pour les patients qui sont sous chimiothérapie, savoir si entre les deux doses, il faut différer s'il faut différer la seconde dose du coup du fait du traitement chimio. Alors, quel délai entre différents vaccins, ça dépend comment on prend la question. Donc, si on considère autre vaccination non Covid, on dit minimum 15 jours. C'était plus pour l'interprétation des effets secondaires en pratique que pour une raison vraiment scientifique. Donc, et par contre, sinon, si on prend la question quel délai pour chaque vaccin Covid, donc on est resté à 4 semaines pour le Moderna et pour le Pfizer et à 12 semaines pour l'AstraZeneca. Et pour le Janssen, il n'y a qu'une seule injection. Et on discute donc pour les autres vaccins, notamment pour le Sputnik V, si un jour il est agréé au niveau de l'agence européenne, on est aussi sur 2 injections il me semble que c'est 4 semaines d'intervalle également. Merci beaucoup. Et pour la chimio, disons qu'il faut essayer de vacciner au moment où le patient n'est pas trop immunodéprimé. C'est une question importante parce que, pareil, là, on n'a pas de risque d'effet. Ce n'est pas des vaccins vivants, donc on n'a aucun risque pour le patient à le vacciner quand il est immunodéprimé. Par contre, on a un risque d'inefficacité. Donc, il faut essayer s'il y a besoin de refaire une dose entre 2 chimiothérapies, il faut le faire au moment où le patient est le moins immunodéprimé. Donc ça dépend complètement des chimios et des délais qu'il y a entre les 2 injections. L'idéal étant d'avoir fait la première avant la chimiothérapie. En sachant que, j'en ai pas parlé, mais il y a quelques papiers qui commencent à sortir pour dire que quand on réanalyse maintenant les données vaccinales, finalement, ce qu'on voit comme surprotection liée à la deuxième dose n'est pas liée à la deuxième dose, mais est liée au fait qu'on est plus loin de la première. Donc, et c'est un peu la stratégie qu'ont pris les Anglais, c'est-à-dire de se dire que finalement, c'était surtout la première dose qui était importante et que la deuxième n'avait pas beaucoup d'importance. Donc, il y a des réanalyses de données qui sont en cours. Il n'est pas impossible qu'on dise dans quelques temps que finalement, une seule injection dans un premier temps, ça suffit, quel que soit le vaccin. Pour l'instant, il est trop tôt de parler d'hypothétiques rappels ou autres vaccins dans l'année prochaine, enfin, sur les perspectives évidemment de l'évolution épidémique. Ça, c'est trop prématuré. Ah oui, c'est sûr, oui, oui. On navigue quand même. Alors, c'est pas péjoratif, hein, on navigue à vue, c'est-à-dire qu'en fonction des données scientifiques qu'on arrive à produire, voilà, une fois qu'on a visualisé et analysé ces données scientifiques, on voit ensuite quelle attitude on peut adopter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui. Tout ça est très conditionné au niveau timing. Hein. Dans un mois, on dira peut-être des choses très différentes de ce qu'on dit ce mois-ci. Je continuerai peut-être pour finir avec une note un peu positive aussi, mais positive relative, c'est sur les hospitalisations. Est-ce qu'un point sur la Bretagne est possible? Et puis sur justement le fait qu'il y ait moins de personnes âgées, est-ce le fait effectivement du bénéfice de cette vaccination en EHPAD ou de patients vulnérables très âgés qui a permis aussi de voir la réduction des hospitalisations en réanimation, au-delà des protocoles corticoïdes, etc., que vous mettez en place à l'hôpital? Disons que pour l'instant, c'est pas très parlant. Je pense que c'est un petit peu tôt. Alors, d'autant plus qu'on a vacciné surtout les EHPAD au départ et que pour les EHPAD, le recours à l'hospitalisation est finalement moins dépendant de la gravité et plus de la situation de la personne et de la capacité de l'EHPAD à garder les personnes au sein de leur établissement en fonction de leurs possibilités d'organisation par rapport à la Covid, etc. Donc, je pense que ça, pour l'instant, on n'a pas trop cette réponse-là. On a quand même la réponse à partir des données israéliennes hein, qui montrent quand même qu'on a 90% de réduction d'hospitalisation chez les personnes vaccinées et données écossaises aussi. Donc,
Voilà, donc mais cet impact-là, on l'a pas, c'est un tout petit peu tôt pour le voir en France. Et on a vu en Bretagne, on a 30% des personnes de plus de 75 ans seulement qui ont reçu la première dose. Et c'est celles-là qui sont vraiment, qui ont le recours à l'hospitalisation, parce que les plus de 90 ans, on les hospitalise pas beaucoup finalement. Donc ça, on peut regarder sur la mortalité pour les plus de 90 ans. Mais pour les plus de 75 ans, il faudrait qu'on arrive à avoir une prévalence de la vaccination qui soit meilleure pour arriver à faire vraiment chuter les hospitalisations. Mais je pense que la chute des hospices, on va la voir, hein, elle va arriver d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Surtout que l'incidence a plutôt tendance à augmenter en population générale. Donc, en résumé, à nos seringues et à nos informations sur l'AstraZeneca, deuxième dose, oui, non. Il y a encore beaucoup de choses en suspens et je pense que c'est tout l'intérêt effectivement de ces flashs et de ces webinaires. Au nom de l'Union et de l'ensemble de ses élus, vraiment, je voulais vous remercier, Vincent, Cédric, pour cette présence, encore une fois, qui ne démérite pas depuis de nombreux mois. Merci à vous. On vous retrouvera des collègues ou vous sur les prochains séminaires, parce qu'il y aura toujours un point épidémio sur le séminaire du 17 mars avec le docteur Froger, psychiatre, et le docteur Pierre-Édouard Blondel, qui est psychiatre au SPAO à Rennes. Donc le 24 mars à 13h. Le 13 avril, il y aura le rappel avec le professeur Somme et le docteur Éric Henry sur la gériatrie et la gérontologie et cette prise en charge aussi qui sera sûrement rediscutée. Merci à tous les deux. Un grand merci à Morgane et à l'équipe pour l'organisation de ces webinaires. Je vous laisse terminer de remplissage de ce petit sondage et puis retrouver donc les slides ou les synthèses que nous allons faire des deux présentations de nos experts sur le site de l'URPS. Merci à vous, très bonne journée, il fait encore un peu de soleil et pour ceux qui ne travaillent pas, profitez d'un petit café sur votre terrasse personnelle. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci. Au Bonne revoir. journée.